Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Sarah Massengo et j'ai 2 enfants. Et j'ai travaillé 10 ans dans les ressources humaines et j'ai créé eh bien, Time for Action. Oui, donc Time for Action, c'est passe à l'action pour aider les femmes à pouvoir construire un avenir professionnel à leur image pour qu'elles puissent se sentir épanouies dans leur job et avoir une activité professionnelle qui les ressemble. Et j'ai primé aujourd'hui d'être avec Carole, que j'ai rencontrée sur LinkedIn. Alors, j'étais assez tenace sur mes sollicitations. Je lui ai envoyé des messages. Je lui ai dit, Carole, il faut absolument que je l'interviewe. Et puis, elle a accepté mon invitation. Je vais lui laisser la parole. Carole, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Carole Royer. Me présenter, eh bien, je suis originaire de Bourgogne. J'ai pas mal voyagé dans ma vie parce que j'ai fait pas mal de formations un peu partout. J'étais à La Rochelle, en Allemagne, et j'ai atterri à Lille il y a quand même pas mal d'années maintenant. Que dire? En fait, j'ai une formation en école de commerce, audit, etc. Et j'ai basculé comme ça, en circonstance, à l'URSSAF. En fait, j'étais inspecteur à l'URSSAF pendant 10 ans. Et puis après, j'ai travaillé en conseil de l'autre côté, pareil, l'URSSAF paye. Voilà, c'était mon parcours avant. Merci Carole. Et Carole aussi, je tiens à préciser que tu inspires plusieurs personnes sur LinkedIn, dont moi. C'est comme ça que je t'ai rencontré avec des posts d'événements personnels où il y a beaucoup d'engagement et ça nous permet d'avoir la pêche. Donc merci à toi pour ça. Et est-ce que Carole, est-ce que tu peux nous dire, si tu veux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais avant, je sais que tu t'es lancée à ton compte. Lorsque tu étais contrôleur URSSAF, c'était quoi ton quotidien? Qu'est-ce qui te gênait finalement après? En fait, je me rendais pas compte. Comment dire? Je me rendais pas compte, c'est que après, comme dans beaucoup, on est dans une routine. Et puis on nous dit, faut avoir le meilleur job, faut se marier, faut avoir des enfants, faire une bonne maison, des voitures, etc. Donc comme tout le monde, je fais comme tout le monde, j'étais en mode off, automatique, pilotage automatique. Ouais. Et je fais comme tout le monde. Et il y a un moment donné où je me suis rendu compte que j'avais tout, en fait, et du coup j'avais plus d'objectifs. Je sais que ça a commencé à basculer comme ça. Je me suis rendu compte que j'étais mariée, j'avais des enfants, j'avais un bon boulot, je pouvais pas me plaindre, mais j'étais pas heureuse. D'accord. Et c'est là que ça arrivait plusieurs fois dans ma vie, mais surtout récemment, il y a 2 ans. Et comment tu as eu le déclic? Tu disais en fait, tu étais plus motivée à avancer, enfin c'est ça? Ouais, d'accord. En fait, j'avais plus de. C'est simple, ma vie elle était finie un peu, c'était un peu ça. Et j'ai commencé à douter de tout, je pense. Et il y a aussi l'effet. Il y a aussi un effet où je faisais trop. J'ai toujours été très active. Et je faisais trop dans mon boulot, je faisais trop à la maison, je faisais trop dans plein de choses, parce que je suis aussi dans le milieu associatif. Et j'ai fait, en fait, ça s'exprime comment? C'est que j'ai fait un burn-out, ça a été diagnostiqué burn-out. Et puis suite à ça, j'avais pas spécialement de soutien. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le burn-out, en fait. On te disait quoi dans ton entourage quand tu disais que tu avais un burn-out? Personne ne savait ce que c'était, donc je peux pas dire que les gens m'ont encouragée, que ce soit dans ma famille, dans mon boulot. Non, j'ai pas du tout. Je me suis retrouvée seule, comme beaucoup dans ce moment-là. Et puis justement, comme je me suis retrouvée seule, ça a un peu c'est comme dans beaucoup de burn-out, on se pose des questions, c'est plus ce qu'on est, ce qu'on veut. Et du coup, j'ai sombré dans la dépression. Vraiment grave, parce que vraiment je voulais mettre fin à mes jours. Et puis en fait j'avais face à moi cette collègue qui a finalement avait les mêmes problèmes de boulot que moi déjà, parce qu'on travaille dans la même boîte, mais aussi je voyais bien, elle avait des problèmes aussi à la maison, comme tout le monde, elle était fatiguée aussi parce qu'elle était une jeune maman, bref. Et puis elle était, par contre, malgré qu'elle avait tous ces problèmes, elle était rayonnante, lumineuse, toujours souriante, rien n'était un problème. Et tu étais proche d'elle?
Ouais, parce qu'en fait, c'était assez marrant. Enfin, en fait, le monde est petit à l'URSSAF et à la paye. Parce qu'en fait, c'était une ancienne de l'URSSAF. Ah, ok, On d'accord. s'était déjà croisés en formation, mais elle n'était pas de la même région. On s'est retrouvés chez le même employeur, en fait. Donc, on se connaissait, voilà, on avait des affinités, en fait. Et puis, moi, je la voyais rayonnante, alors que je la voyais bien qu'elle avait aussi ses problèmes. Et donc, c'est elle qui a commencé à me parler de la psychologie positive, en fait. Elle me disait que depuis qu'elle le pratiquait, son état d'esprit avait changé et qu'elle vivait beaucoup mieux la vie de tous les jours. Tu en avais déjà entendu parler avant, toi, de psychologie positive, développement personnel Ouais, alors, comme beaucoup de gens, sincèrement, comme beaucoup de gens, je trouvais que c'était... ça servait à rien, que c'était Oui, j'étais comme toi aussi, donc je peux c'est la confirmer. psychologie. Oh, c'est pour les faibles. Je l'ai pensé. Parce on est tous pareils. J'ai été éduquée comme ça. Mon père, il fallait être première de la classe, il fallait être dans la compétition. Et c'est ce qu'il disait. Les émotions, on les laisse sous le tapis. Au boulot, on bosse. À la maison, on est à la maison. Enfin bref, il ne fallait jamais exprimer ses émotions. C'est pour les faibles. Pleurer, c'est être faible. Enfin, t'as été conditionnée comme ça, comme beaucoup de personnes. J'en fais partie aussi, je comprends. Et du coup, pour moi, comme parler de psychologie positive, c'est un truc de faible, c'est pour les perdants. Enfin, vraiment, je pensais ça. Moi, j'étais une winner. Pour les perdants, c'est ça, tu dis? Ouais, c'est un truc de faible. D'accord, je l'ai pensé alors. Je l'ai pensé. Et il y en a aussi beaucoup qui pensent que ceux qui sont optimistes, etc., c'est des gens qui vivent dans un monde de bisounours. Alors ça, j'ai tellement entendu. Alors c'est totalement faux aussi. Non, on a les mêmes problèmes que tout le monde. Des fois même plus grave, comme tu l'avais dit. Et c'est juste un état d'esprit en fait. Parce qu'en fait, quand on est dans la psychologie positive, on pense plus problème en fait. C'est ça. Parce qu'on a été éduqué à penser problème, même à l'école. Quand je vois bien ma fille à l'ECP, elle a des maths, c'est un problème de maths. Donc, voilà. Elle a quel âge ta fille, Carole? Elle a 6 ans. Ouais, 6 ans, Et on a appris à gérer des problèmes. Mais en fait, il faut penser autrement, il faut penser objectif. Et quand on pense objectif, les problèmes, ça reste des problèmes, mais il faut focaliser dessus en fait. Et voir aussi les solutions, quoi. Enfin, on voit des solutions. On voit objectif, solution, problème, c'est tout, on retrouve une autre solution. C'est clair. Et donc après, ta collègue, donc elle t'a inspirée, tu lui dis, psychologie positive, ça marche, c'est vrai? Des revues, du vocabulaire aussi, justement, identifier ses émotions. C'est pareil, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas identifier nos émotions. Et c'est vrai qu'au départ, moi j'avais 4 mots de vocabulaire sur les émotions. C'est vrai. Il est très limité le vocabulaire. Voilà. Et c'est vrai qu'elle m'avait donné toute une liste de vocabulaire et qui faisait 2 pages, quoi. Il y a tout ça quand même. Et c'est vrai qu'après, avec la psychologie positive, on arrive après à... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière une émotion, il y a un besoin, en fait. Et aucune émotion n'est mauvaise en soi. Enfin, il y a des émotions positives et négatives, mais aucune n'est mauvaise. C'est juste qu'après, il faut savoir quel est le besoin derrière, en fait. La tristesse, ça peut être un besoin de réconfort. Mais la colère, ça peut être un besoin de reconnaissance, par exemple. Et en fait, une fois qu'on a compris quel besoin est derrière et qu'on a pris un peu de hauteur, etc., après, on arrive mieux à exprimer aussi ce qui nous a dérangé dans les propos d'une personne, etc. Et finalement, moi, on exprime des émotions qu'avant, on n'exprimait jamais. Et en fait, on se rend compte que quand on parle comme ça à la personne de façon honnête, etc., la personne, elle voit aussi les choses autrement et elle peut comprendre aussi notre réaction. Des fois, c'est pas du tout ce qu'on pense, nous. La personne, elle pense juste autrement. Et elle pensait pas à mal en disant telle chose. Et en fait, nous, on s'est frustrés et pour rien, en fait. Et c'est ça qu'on apprend avec la psychologie positive. On apprend aussi à modifier ses pensées. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, si on ne travaille pas, il a quand même tendance à produire plus des pensées négatives que positives.
Et parce qu'on a tendance, on a appris justement à gérer des problèmes, à se comparer aussi. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Ouais, c'est sûr. On voit des gens, des femmes qui sont sublimes, Ouais. qui sont parfaites, on est superwoman, on gère le boulot, les enfants, tout va bien. Et en fait, voilà, c'est ce qu'il faut passer, en fait, se comparer. Exactement. Il n'y a rien de pire. Ouais. Et toi, Carole, tes premiers pas, c'était plus quand tu as voulu te mettre enfin, vraiment développement personnel, psychologie positive, ça a été, enfin, je sais pas, journal de gratitude, enfin, qu'est-ce Ouais, que... c'est comme ça que j'ai commencé, c'était par les gratitudes. J'ai commencé comme ça en fait, c'était le soir et j'écrivais, c'est important d'écrire aussi, on croit que ça sert à rien, mais enfin, moi j'ai trouvé, parce que après on peut relire en fait, c'est ça l'intérêt. Et en fait, j'ai commencé par la gratitude, dire quels sont les 3 meilleurs moments. Ouais. J'ai commencé par ça, juste les 3 meilleurs moments. Et c'est là qu'après on se rend compte, il faut quelques jours, voire quelques semaines, c'est pas magique. On se rend compte qu'en fait les 3 meilleurs moments, c'était pas d'être Wonder Woman au boulot ou à la maison. C'était, c'est comme ça que ça m'a tiqué en fait. C'était emmener les enfants à l'école. Dans de bonnes conditions, enfin pas en s'épuisant, etc. C'était appeler une amie, c'était la danse, des trucs comme ça en fait. Ça n'avait rien à voir avec le boulot, la performance, la perfection. En fait, ça n'avait rien à voir avec tout ça. En fait, du coup, ça fait des prises de conscience. Et comment tu as fait, Carole, je te demandais pour les gens qui nous regardent, pour être peut-être régulière, parce que c'est quelque chose de nouveau, se mettre à écrire, genre de gratitude, comment tu t'es dit, bon, déjà, je passe à l'action, et puis être régulière. Ça prend quelques temps, ça a pris un peu de temps de dire, bon, allez, j'achète un cahier. Après, ça m'a pris un peu de temps à dire, allez, j'écris. Mais en fait, après, il faut vraiment s'y mettre tous les jours, parce que si on commence à le faire un jour sur 3, ça marche pas. Et comment je me suis mis? En fait, c'est juste que j'avais pu. C'était ton dernier recours un peu, enfin, je veux dire, tu n'avais pas essayé. C'était à un moment donné, je dis, bah, j'ai plus rien à quoi me raccrocher. Donc, à un moment donné, il faut bien se raccrocher à quelque chose. Il n'y avait rien calé, de toute façon, il n'y avait rien. Le boulot, ça allait pas, la maison, ça allait pas. Même, je suis à la danse, même mon association de danse, ça n'allait pas, les filles me détestaient. Ah ouais. D'accord. Bon. Il n'y avait rien calé. Enfin, même mes enfants, enfin, j'aimais mes enfants, mais j'étais tellement fatiguée aussi. Enfin, j'avais un effet de burn-out, j'étais tellement fatiguée, même mes enfants, j'avais plus de plaisir. Enfin, il n'y avait rien calé. Donc, à un moment donné, c'était la seule chose qui me restait. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, ne rien faire. Et c'est ça qui m'a motivée à être à fond dedans. Et les premiers effets, alors, du coup, donc tu as fait journal de gratitude, et quels ont été les premiers effets que tu as pu ressentir? Et justement, c'est les prises de conscience que finalement, le meilleur moment, c'était pas ce que je pensais, c'était pas ma définition du bonheur, en fait, était pas bonne. Et puis après, c'est vrai que quand on s'endort sur pensées positives, je trouve qu'on se réveille avec des pensées positives aussi. Donc le matin, j'étais plus dans l'énergie qu'avant, je me réveillais, c'était la fin du monde en fait. Je me souviens de réveil où c'était la fin du monde. Et j'avais même des crises de panique quand j'étais en burn-out le matin. D'accord. Et il y a aussi un autre truc qui m'a aidée. Ça reste dans la psychologie positive, mais c'est un peu différent. C'était de définir ça reste ça, puisqu'on dit dans la psychologie positive, il faut être focus sur les objectifs. Et c'était de définir les objectifs la veille au soir, en fin de journée. Pour le lendemain. Et ça m'a vachement aidé tout de suite. Justement, j'avais avant des crises de panique le matin parce que je me rendais compte que tout ce que je devais faire, en fait, quand je me réveillais, mon cerveau se mettait en route. Et je me rendais compte qu'en fait, c'était impossible. Tout ce que j'avais à faire, j'allais pas y arriver, en fait, dès mon réveil, en fait. Et du coup, j'étais déjà en mode panique à bord. Et c'est vrai que définir ses objectifs la veille, du coup, après on les définit, après on voit ce qui est important, ce qui est moins important, ce qu'on fait le lendemain, c'est pas grave. Et du coup, tout est clair en fait quand je me réveille le matin. Je savais déjà, j'avais fait mon planning et puis voilà, je savais ça c'était vraiment important, ça au pire ça peut attendre. Et ça a changé du jour au lendemain. Enfin, je me souviens où j'étais le plus bas, j'avais ces crises de panique, le fait de faire ça, le lendemain j'avais plus de problème de crise de panique. Et tu as défini des objectifs, enfin je sais pas, des objectifs SMART, ça doit être du... Ouais, c'est ça,
Ouais. C'est Ok. super important de définir des objectifs, en fait. Ouais. Et qu'ils soient réalisables, quoi. Finalement, tu es Ouais. arrivé à faire cet exercice et t'étais plus apaisé le lendemain. Ouais. D'accord. Et faire le tri, effectivement, ce qui est important, parce que quand à un moment donné on est perdu, on se donne plein d'objectifs, mais finalement ils sont pas hiérarchisés. Donc on Ouais. fait un peu n'importe quoi. Ouais, c'est clair. C'est un peu en mode panique à bord. Mm. Et là, au moins, c'est beaucoup plus clair. Enfin, moi, en tout cas, sur moi, ça a vraiment marché tout de suite. Et ça, c'est un truc, ça a marché tout de suite, en fait. Ouais. Après, qu'est-ce qui a changé aussi ça, après, c'était des petites phrases aussi. Hein. À un moment donné, j'étais accompagnée par un coach aussi. Et c'est des petites phrases, c'est au lieu de se dire je vais pas y arriver. C'était coach psychologie positive, développement personnel, non, enfin. J'étais pas vraiment dans la Life ouais, coach, elle était ouais. coach. Ouais, elle était PNL. Ah oui, PNL. Ah oui, c'est puissant. C'était mon critère. Excellent. Une formation, ouais, voilà. Ouais. Elle avait la formation de PNL. Et en fait, ouais, après, ces choses comme ça, c'est au lieu de se dire je vais pas y arriver, c'est dire si j'y arrivais. Et du coup, c'est vrai que ça change tout. On se dit c'est une petite phrase, mais du coup, on voit d'autres perspectives. Ouais. Ça a changé ton discours en fait que tu avais envers toi-même. En fait, c'est ça, hein, petit à petit, tu t'es reconditionné. Ouais, et il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est quand on est au fond du gouffre, que ça va pas, etc. On veut être comme tout le monde. Je m'en souviens très bien. On veut être comme tout le monde. Et donc, du coup, je me disais, mes pensées, c'était je suis pas plus bête qu'une autre. Des choses comme ça, en fait. En me raccrochant aux autres. Je suis aussi jolie qu'elle. Enfin, des choses comme ça. Et après, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on va mieux, c'est l'inverse. On a envie d'être différente et d'être vraiment soi, en fait. C'est ce que je vis. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, c'est pour ça qu'au début, vraiment, quand ça va pas, je connais des gens voilà, en ce moment qui sont pas hyper positifs et je leur dis mais t'es pas plus bête qu'un autre. Enfin, c'est vrai de se raccrocher en disant t'es aussi jolie qu'elle, voilà, du coup ça, je sais qu'au début ça aide. On veut pas être différent quand ça va pas. C'est sûr. Et puis maintenant tu assumes ta différence et finalement c'est plutôt bien d'être différent, je pense. Parce qu'on est tous uniques. On est tous uniques, on est tous différents, on pense tous différemment. Il y en a qui croient, ils ont plus de problèmes que d'autres, ou ils sont plus différents que d'autres. Ouais. Je suis pas convaincue, hein. Franchement, je pense qu'on est tous différents. Ouais, c'est ça qui est intéressant, finalement. Et je pense que vraiment on est épanoui quand vraiment, finalement, à la fin, on arrive à montrer son individualité. C'est là qu'on est vraiment épanoui. Et ça t'a pris combien de temps à peu près, Carole? Du coup, c'était il y a 2 ans que tu étais au fond du trou, comme tu l'as dit. Ouais, j'étais 2 ans. En fait, si vous voulez, c'est pour ça que il y en a qui essaient de savoir la durée d'un burn-out. Moi, sincèrement, mon arrêt maladie, j'étais arrêtée 2 mois et demi, hein. Pas beaucoup. Hein. Burn-out dépression, ça a duré 2 ans. Hein. D'accord. Enfin, vraiment pour en sortir. Hein. Et ça m'a pris à peu près 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 ans, d'accord. Ouais. Et après, tu as ton job, ça allait un petit peu. Enfin, tu t'es dit. J'ai tout changé. Oui, voilà, parce que je sais que tu as tout compte maintenant. Comment tu as changé le cap? Parce que là, virage à 180 degrés. Alors, c'est ce que j'ai dit, j'ai tout changé sauf mes enfants. Donc, voilà. J'espère bien quand même. Bon. J'ai tout changé. J'ai quitté mon employeur. J'y ai cru, hein. Il y a un moment donné où je me disais non. Parce que justement, la coach a dit c'est pas forcément un événement extérieur qui fait que des fois, c'est à nous de changer, je suis d'accord. Mais il y a des moments, moi, mon employeur, on n'était pas du tout en phase en fait. J'étais pas en phase. Moi, j'étais RH et tout. Donc, moi, j'étais pour aider les équipes. Ouais. Justement, je me rendais compte que je faisais du coaching sans le savoir d'ailleurs. Et lui, c'était pas du tout ça, c'était financier à fond. Et puis après, quand je disais, les problèmes d'organisation, c'était non, c'est moi le problème. Enfin, c'est toujours moi le problème. C'est moi qui étais mal organisée, ma vie privée prenait trop le pas sur la vie professionnelle, voilà ce qu'on m'a dit. Et comment tu as eu le courage, Carole, de te dire... Fallait que j'arrête d'aider les gens, que j'étais pas dans une association à but non lucratif. On m'a dit des choses comme ça, hein. Donc au bout d'un moment, bon... Du coup, j'ai quitté mon employeur. Comment tu as eu le courage, quoi? Tu vois, ça semble, oui, j'ai quitté mon employeur. Permets-moi de rappeler, pour ceux qui nous regardent, si je peux mettre, tu es seule avec 2 enfants. Ouais. Et tu t'es dit, je quitte mon employeur. Comment tu as eu cette décision courageuse? C'est plein de petites choses, c'est pareil. Hein. C'est parce qu'en fait, après, j'ai des gens qui m'ont dit, par exemple, les partenaires de mon employeur qui me disaient,
tu sais, bon, ça va pas avec mon employeur, hein, il avait plein de conflits avec tout le monde, hein, de toute façon. Il disait, bah ça va pas, mais tu sais, si un jour tu montes ta boîte, Ah voilà, j'ai aussi une avocate qui m'avait dit, mais moi, je voudrais m'associer avec votre cabinet. Je dis, bah non, c'est pas possible, il y a déjà un cabinet avocat. Elle me disait, non, mais de toute façon, c'est vous qui prenez la décision. Je dis, ah bah non, je suis que salariée, moi. Et elle était, ah bon, je pensais que vous étiez l'associé du cabinet. Mais moi, ça m'intéressait de m'associer avec vous. Enfin, c'est des choses comme ça, en fait. Ah, tu t'es fait repérer, hein. Les gens ont vu ton potentiel, cette Carole, elle nous intéresse. Et après, j'ai aussi des clients qui disaient mais en fait, vous faites quoi dans la boîte? Parce que j'ai un problème en audit, c'est vous. J'ai un problème en compta, c'est vous. D'accord, sur tous les plans, Carole. Ah ouais. Mais vous êtes combien dans votre boîte? Ah, vous l'avez dit plein de fois, ouais. Mais en fait, vous faites quoi avec toi? Donc, tu as prêté attention à tous ces signaux et tu t'es dit, c'est peut-être l'occasion pour moi de me lancer. Ouais. Après, vraiment, là, je dirais c'est mon père, parce que mon père il m'a dit, mais tu as toujours voulu créer ta boîte, pourquoi tu le fais pas? Et en fait, je sais pas, j'attendais quelqu'un en fait. J'attendais quelqu'un qui me dise. Et je me voyais pas faire toute seule en fait. Et puis après, je me suis dit, bah ouais, enfin, c'est ça, je me souviens vraiment le dernier truc. Son père qui me dit, mais c'est vrai que ça avait toujours été en moi en fait, depuis toute petite. Je disais que j'allais créer ma boîte, mais je l'avais jamais fait. Ouais, c'était un peu refou. Ouais, d'accord. Ouais. Puis après, je voyais bien, j'ai des anciens collègues. En fait, c'est ce que je dis, on se regroupe tous. En fait, effectivement, tous mes anciens partenaires sont à nouveau mes partenaires. Voilà. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'avais un ancien collègue déjà qui était parti bien avant moi. Et c'est vrai qu'au début, on a la chance, quand on part en retour pensionnel, d'avoir le chômage. Donc, du coup, voilà, il ne faut pas voir ça comme un risque. On est en chômage, c'est la fin du monde. Tu avais quand même un peu moins de revenus, enfin, au chômage, c'est 57%. Il y a moins de revenus, alors là, je vous le dis, c'est alors, comment tu t'es fait? Mais tu vois, je précise bien ça parce que je sais qu'il y a souvent la peur au niveau du risque financier. Comment tu t'es dit, ok, je veux gagner à peu près. Enfin, moi, je sais que aussi, hein, je suis partie de mon entreprise, j'ai perdu à peu près 1 000 euros. Ouais, pareil, 1 000 euros. Donc, c'est pas rien. Comment tu t'es organisée pour te dire, Et en plus, j'ai quitté mon mari. Donc, je toute seule avec 2 enfants, 1 000 euros en moins. Et puis, en fait, je me suis dit, comment je pourrais récupérer. Après, en fait, je suis pas partie comme ça. Je me suis dit, de combien j'ai besoin pour vivre. Ouais. Donc, en fait, j'ai calculé, effectivement, il y a le loyer, les charges, les assurances, voilà, notamment quand on est à son compte, on a des assurances professionnelles, les assurances pour les enfants, voilà. Et après, donc déjà, j'ai vu que j'avais pas besoin de gagner ce que je gagnais avant, mais il manquait quand même un petit chouïa. Donc, du coup, c'est là que je me suis dit, enfin, j'ai toujours voulu enseigner aussi. Et j'aurais changé aussi des choses dans le domaine de la formation professionnelle, et notamment l'éducation, mais d'abord professionnelle. Et en fait, je me suis dit, je vais enseigner pour essayer de gagner justement ces 500 euros qui me manquaient, quoi. D'accord. Et voilà. Et super. Du coup, voilà. Donc en fait, oui, j'ai accepté des... Tu as quand même trouvé une petite activité complémentaire qui comble ce différentiel, mais tu as toujours... Alors, une petite activité, c'est un petit mot. Parce que j'avais rien comme support, donc créer tous les supports. D'accord. Voilà, tu fais quoi exactement? Tu formes des... tu formes qui? En fait, je suis dans 2 écoles. D'accord. Donc, il y a une école de commerce où, en fait... je donnais au départ cours de paye, après, justement, en plus, j'ai fait beaucoup de cours différents. Après, fiscalité de la paye, et maintenant, on est dans tout ce qui est rémunération, changement, politique de changement, RH. Et après, il y a une autre école, c'est plutôt public, où là, je donne des cours d'anglais des affaires. D'accord. Waouh. C'est super. Et ça prend du temps de faire des supports. Alors, comment tu t'organises maintenant, Carole, tu vois, pour conclure dans ton quotidien aujourd'hui? Tu es partie,
Tu es à ton compte avec toutes tes activités, tu as aussi ton temps. Bah, le truc, c'est ça, c'est quand on est indépendant, c'est comment s'organiser. Ouais. C'est ça, c'est la question. Si tu as voilà, quelques petits tips à partager. Ouais, bah en fait, moi, il y a des moments où on a tendance un peu à se disperser des fois parce que, bah voilà, on a des contacts. Oh, regarde, on a des contacts, c'était pas prévu cette interview. Donc, en fait, je pense qu'il faut quand même prévoir des moments sans rien parce qu'ils sont vite comblés, en fait. C'est sûr. Et puis ouais, il faut pas non plus se détacher justement moi, je suis beaucoup dans pas mal de communautés RH. Il faut pas s'en détacher parce qu'après, on est vite oublié, hein, faut dire aussi. Ouais. Hein. Donc, ça aussi, il faut rester... Enfin, il faut prévoir du temps sans rien parce que c'est vite bouché. Il faut prévoir du temps pour garder le lien, en fait, avec... aussi, le fait d'être en lien avec des communautés, on voit aussi des évolutions. Enfin, ça permet d'anticiper aussi les changements. Donc, et puis voilà, on peut avoir des partenariats. Enfin, ça, sur plein de trucs. Et puis, moi d'ailleurs, une école, c'est grâce à une communauté. Hein, c'est quelqu'un avec qui on était dans une même communauté qui s'appelle le Labo des Jeux d'ailleurs. Et voilà, on faisait des jeux ensemble, enfin des jeux un peu psychologie positive quand même, mais c'était quand même des jeux. C'est comme ça que j'ai eu. Ouais, donc et puis ça peut aller vite. Hein. Ça m'intéresse, les communautés RH, comme aussi j'ai un parcours RH, tu m'en parleras en interview. Ouais. Et puis, ouais, après, c'est vrai que l'organisation, il y a des moments où il faut se recentrer en fait. Moi, c'est mon problème, c'est que je me disperse vite. Hein. Ouais. Je suis un peu jaune, on va dire. Donc en fait, voilà, il y a des moments où je me mets justement, enfin, je parle des personnalités, je me mets un peu de bleu, je me dis, non, il faut que Carole arrête de déconner. D'accord. Donc, il y a des moments où je me mets des objectifs, en fait. Moi, je me suis dit, voilà, cette semaine, je me suis mis pour objectif de préparer mes cours pour la première semaine de janvier et de bosser justement sur le burn-out parce que c'est un projet que j'ai avec un coach en burn-out, de faire une formation en entreprise pour les RH. C'est génial. Pour qu'ils sachent, qu'ils comprennent ce que c'est. Et voilà, donc on rassemble des témoignages. Enfin, voilà, Et comme tu l'as vécu, tu seras mieux à même de pouvoir en parler. Donc plein de projets en perspective. Et puis, tu es aussi dans des communautés qui te permettent d'avoir des opportunités. Et voilà, tu vas vers les autres. Et puis, Ouais, et c'est bien d'avoir plein de projets. En fait, franchement, pour conclure, moi je dirais... Enfin, ce qui est important, c'est vraiment de faire quelque chose qui nous anime. Enfin, on dit souvent qu'il nous fait vibrer, mais c'est vraiment ça. Faire quelque chose qui donne envie de se lever le matin, c'est vraiment important. Et le deuxième truc, je dirais de s'entourer... Enfin, c'est l'entourage. Ouais. S'entourer... Je dis pas que... Je sais qu'il y a des moments où on a des personnes négatives, on ne peut pas dire non plus, on va s'entourer avec des personnes positives. Mais il faut des personnes qui croient en vous, en fait. Quand vous n'avez plus personne qui croit en vous, vous avez beau avoir un moral d'acier à un moment donné, vous coulez, quoi. Il faut... ouais, c'est ça, il y a des personnes... c'est ça le plus important. Et c'est vrai que travailler après sur des projets qui nous animent avec des personnes avec qui on s'entend bien, et qui croient en vous, ça change tout. Enfin, vraiment, c'est ça qui change tout. On a beau gagner 1000 € de moins, dès qu'on a arrêté nos charges... Ça va, quoi. Enfin, on est pas malheureux, quoi. Et tu vois, j'ai une question que je pose souvent à la fin des interviews. Toi, si tu as un conseil, toi, dans ton audience, tu as aussi des hommes, enfin voilà, ou personnes, moi, c'est plus des femmes, c'est pas grave, et qui sont pas épanouies dans leur job et qui ont peur. Parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui savent, en fait, ce qui est bon pour eux, vers quelle voie s'orienter, mais ils ont peur, en fait, de passer à l'action. Toi, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Des gens qui ont peur. Ben, moi, franchement, je conseillerais la psychologie positive, mais après, il faut y croire, il faut s'y mettre. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui sont mis au développement personnel, qui lisent beaucoup, j'en connais, mais qui s'arrêtent là. Qui savent tout, en fait, qui savent toute la théorie. Mais pas de pratique. Ils sont super pointus sur la théorie parce que toute leur bibliothèque, c'est du développement personnel. Mais moi, ça m'a surpris, ça aussi. Mais moi, j'ai des gens qui avaient plus de connaissances que moi et qui pratiquaient moins. Ouais, c'est la pratique. Qui ne sont pas mis. Pourquoi et qui cherchent encore des conseils. À un moment donné, c'est bon, la théorie, c'est bon. Il faut... et ça, après, je pense qu'on ne peut rien y faire hein, tant qu'on a un blocage.
on peut le redire 15 000 fois. Hein. Moi, je sais, j'ai ma mère, elle est dépressive depuis toujours. Et elle a toute la théorie, hein, mais elle a jamais. Il n'y a pas de pratique, ouais. Donc, c'est passe à l'action, tu vois. Carole, le nom de ma marque, c'est Time for Action. En français, c'était pas disponible. Donc, c'est agir, passer à l'action. Voilà, c'est à un moment donné, la théorie, il faut la mettre en pratique. C'est l'expérience qui compte. Ouais, c'est clair. C'est pas la connaissance. Donc, à un moment donné, ben voilà. Et même si on est dubitatif, mais après, c'est ce que je dis, on perd quoi? Un carnet de gratitude, vous risquez quoi? C'est 10 minutes de son temps dans une journée pour aller mieux. Après, c'est ça, la question, c'est est-ce que vous voulez aller mieux? C'est surtout ça, je pense. Ouais. Est-ce que vous voulez aller mieux ou est-ce que vous voulez rester dans votre mal-être? Il y a des personnes qui se complaisent dans leur mal-être. Hein, exactement. qui aiment être plaintes. Maintenant, voilà, c'est ça, en fait. C'est ça l'essentiel. Je pense que le moment où on veut s'en sortir, ben, après, on est plus ouvert à tout et on se dit, ben, pourquoi pas, après, oui, qu'est-ce que je perds voilà, de faire 10 minutes de gratitude, je perds pas grand-chose, donc autant essayer. Et tu vois, Carole, je sais pas si tu as pu observer ton côté, moi je crois que les gens parfois manquent de discipline, ils veulent des résultats immédiats. Ah ouais, alors que c'est vraiment le fait de la régularité qui va payer. Et parfois, ça prendra 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ouais, c'est ça. C'est la persévérance qui paye, il n'y a rien de magique. Je pense que c'est aussi notre société, on a tout de suite, notre société de consommation, on a tout de suite. Ou l'image, voilà, on croit que voilà, on est beau, on est musclé, non, on est danseur. J'ai de la danse, il y en a, ils croient que c'est magique, non. C'est du travail, hein. C'est du travail derrière, voilà, une choré d'1 minute, ça peut être 10 heures de travail et les gens ne s'en rendent pas compte. Et parce qu'ils n'y arrivent pas au bout d'1 heure, ils croient qu'ils ne sont pas faits pour ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est sûr. C'est une passionnée de danse qui parle aussi. Ah non, parce que j'ai connu ça. Ah, mais t'es faite pour ça. Ben non, moi j'ai travaillé tous les jours, il n'y a rien de magique. Après, je pense qu'on a fait tous un terrain, tu vois. Peut-être, c'est quelque chose que tu as peut-être un talent déjà pour la danse, mais tout se travaille. Après, si tu ne travailles pas, il ne se passe rien, quoi. Je pense pas que c'est un talent. Je pense que c'est comme tout. C'est ce que vous aimez faire. C'est pas que j'ai un talent pour la danse, c'est que j'aime ça. Donc, comme j'aime ça, développé un talent, avec le travail, voilà. Mais c'est ça. Et je suis pas née ballerine. Hein. Je pense que c'est ça. Une fois qu'on aime bien quelque chose, on y passe du temps, on se rend pas compte. La notion du temps, elle est relative, on se rend pas compte du temps qu'on passe dessus quand on aime bien quelque chose. Justement, c'est ça aussi qui doit faire tilt, je pense, c'est quand vous êtes dans votre travail, vous regardez tout le temps votre montre, que le temps vous semble insupportable, c'est là qu'il y a un problème. En fait, je pense que le temps, c'est un bon déclic. Alors que quand vous voyez bien, quand vous aimez faire quelque chose vraiment, vous êtes passionné, le temps, il vous semble hyper court. Quand vous êtes bien avec quelqu'un, le temps semble court. Par contre, quand vous êtes mal avec quelqu'un, ça vous semble interminable. Je trouve que c'est un bon déclic, quoi, la notion du temps. Pour voir, pour comprendre ce qui va pas. Ça peut être un bon indicateur. Ouais. Et parfois, il y a des gens... Et parfois, il y a des personnes qui disent oui, c'est quelque chose, ça peut pas être un métier, j'aime faire ça, mais bon, ça restera toujours un hobby. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire au niveau des croyances. En fait, tout est possible, quoi. Hein. Si on dit que c'est pas possible, il se passera rien, de toute façon. Alors, on se rend pas compte de l'importance d'aimer faire quelque chose. Parce que moi, justement, j'ai un exemple en tête. J'ai une amie qui était dans la danse aussi, qui était passionnée de danse, mais on lui avait toujours dit c'est pas un métier. Choisis, laisse-le en hobby, mais pas en métier. Et elle a écouté ses parents et elle avait un boulot administratif qui lui plaisait pas, mais elle avait pas, en plus, comme moi, elle avait pas spécialement de pression, elle s'entendait pas forcément mal avec les gens, c'est juste qu'elle n'aimait pas ce qu'elle faisait. C'est quand même un problème. Et un jour, elle habite à Paris, un jour elle prend le métro pour aller bosser et elle est tombée sur les voies, burn-out. Et il n'y avait rien. Et le seul truc qui n'allait pas, c'est qu'elle faisait pas ce qu'elle aimait. Donc comme quoi on peut faire un burn-out juste pour ça et que c'est pas un problème de trop travailler ou de pas être en accord avec son employeur ou de ses collègues parce qu'elle avait pas d'autre problème que ça en fait. C'est juste que tous les jours elle y allait l'âme en peine quoi. Et en fait, et justement elle a mis du temps à comprendre ce qui n'allait pas et simplement voilà, elle faisait pas ce qu'elle aimait.
Et tu vois, après, notre corps, tu vois, je pense que tu vas me rejoindre, Carole, c'est que, tu vois, notre corps nous envoie des messages. Après, du coup, si on n'agit pas, bah, tu vois, le burn-out, c'est une manifestation physiologique. Là, te dire, c'est plus possible. En fait, finalement, là, tu n'as plus le choix. Mais tu as quand même quelques petits signaux qui te disent, attention, attention, t'es pas dans la bonne direction. On n'apprend pas à connaître notre corps. Et parce que ce qu'on croit, et ce que mon père croit toujours d'ailleurs, c'est que quand on ignore une émotion, elle disparaît. Alors, c'est totalement faux. Alors ça, c'est ce qu'on croit, mais c'est totalement faux. C'est pas qu'on ignore un problème qui disparaît d'ailleurs. Et en fait, les émotions, elles sont stockées dans notre corps et c'est vraiment la réalité. D'ailleurs, on voit avec mon amie, comme je dis, c'était le seul problème, c'était qu'elle n'aimait pas ce qu'elle faisait. Et il y a un livre qui est très bien là-dessus qui s'appelle Notre corps ne ment jamais d'Alice Miller. Et franchement, je l'ai fait lire à quelques personnes et à chaque fois, il y a le déclic. Donc, il marche très bien ce livre. Ah, ben je note aussi. Et oui, on croit que les émotions... Et le truc, c'est qu'après, quand ça se manifeste après dans notre corps, ça peut être grave. Enfin, je veux dire, parce que si on n'écoute pas les premiers signaux, bah, ça prend des proportions très importantes. Ah ouais, et on néglige, parce qu'on ne nous apprend pas à écouter nos émotions. C'est vrai que... Ni notre corps. Les émotions, le corps. Alors que tout est lié. Non, il y en a, ils développent des vraies maladies cardiovasculaires. Quand on a des problèmes d'anxiété, etc., à long terme, c'est nocif pour le cerveau. C'est nocif pour la santé. Le stress et tout, l'estomac, tout ce qui est cardiovasculaire. Et bien sûr. Donc, écoutez vos émotions, écoutez votre corps, tout ça s'apprend. Et Carole est épanouie aujourd'hui. Donc voilà, c'est possible. Et elle a eu des périodes difficiles, mais voilà, tu es là aujourd'hui. Ça fait plaisir de t'entendre en tout cas. Et bien, merci. Est-ce que tu voulais terminer par quelque chose, Carole, ou c'est... Ça dit des choses très enrichissantes. Et merci à toi, Carole. Et puis Carole, vous pouvez bien évidemment la suivre sur LinkedIn. Et puis voilà, il y aura toutes les informations en bas de la vidéo. Très bonne journée à toi. Et merci Sarah pour l'invitation. Je t'en prie. Bonne fête de fin d'année. Merci. Puis à tous ceux qui nous regarderont aussi, bonne fête et bonne journée ou bonsoir, ça dépend. Alors ils regardent la vidéo. Allez, à très bientôt, Carole. Merci beaucoup. Au revoir, Sarah. Au revoir.